cette sorte de signal. Il y a des routines, mais que peut dire là la Russie? D'après nos marins, pas grand-chose. Je crois que c'est l'expression utilisée, c'est business as usual. Il y a des sous-marins russes, c'était logique dans leur esprit. Il y en a en Méditerranée, il y en a dans l'Atlantique, il y en a beaucoup près des côtes de Scandinavie. De temps en temps, les Norvégiens ou les Suédois font la découverte, entre guillemets. Je crois qu'il est essentiel de ne pas exagérer l'importance de ce moment. Ce n'est probablement rien. Si on regarde la carte de l'OTAN, tous ces exercices relativement traditionnels, ce sont des points de friction possibles Oui. qui s'ajoutent les uns aux autres. Il faut rappeler par exemple que les Rafales français patrouillent dans le ciel notamment de la Pologne et personne ne sait très bien ce qui se passerait s'ils doivent abattre un avion russe. À chaque fois, c'est une série de points qui s'ajoutent les uns aux autres dans cette guerre. Oui. Non, je crois que ce qui est important, c'est de revenir sur la crise des missiles de Cuba et les révélations des acteurs principaux qui disaient, au fond, ça s'est bien passé par miracle, parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Et dans cette affaire, ce qui est important, c'est précisément d'éviter l'accident. C'est-à-dire que les hommes sont soi-disant censés être en contrôle de tout. Ça n'est pas le cas. C'est ce que disait Kennedy en particulier après la crise. C'est ce mot qui paraît, qu'on découvre quand on est candide, comme la plupart d'entre nous, de dialogue nucléaire où chaque puissance montre de façon tout à fait raisonnée, a priori, ce qu'est son potentiel. Ah, ici, c'est ce Novosibirsk, mais dans tout un arsenal. Et cette semaine, c'était le discours du président de la République assez précis dans ce que la France ferait ou ne ferait pas en particulier. Il a tranché, il a dit en public, beaucoup en ont été étonnés, que la France, en cas de frappe nucléaire en Ukraine, ne réagirait pas de manière nucléaire. Oui, oui. Le cardinal de Retz, et c'est une citation que François Mitterrand aimait beaucoup, disait « On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens ». En matière de dissuasion nucléaire, on dit plus on est vague, plus on est ambigu, meilleur on est. Alors, le président de la République a choisi une autre approche. On peut se demander pourquoi. Est-ce que, dans son esprit, il s'agissait de rassurer les Français, de leur dire nous soutenons l'Ukraine, mais ce n'est pas votre guerre, ce n'est pas notre guerre. Je ne sais pas. Je pense que ces propos du président de la République ont été critiqués à l'OTAN, peut-être de manière excessive. Est-ce que c'est sain, selon vous, de faire baisser la tension? Alors, c'est peut-être pas dans certains usages, mais de faire baisser la tension de cette manière-là, parce qu'évidemment, dès que le mot nucléaire est prononcé, la tension, de façon presque mécanique, augmente. Nous sommes dans une situation très particulière, où, je dirais, pour éviter la Troisième Guerre mondiale, nous ne devons répéter ni les erreurs qui ont mené à la première, ni les erreurs qui ont mené à la seconde. Les erreurs qui ont mené à la Première Guerre mondiale, ce sont ces somnambules que dénonçait l'historien australien Christopher Clark. Le président de la République peut-être s'inspire de cela et dit « Je ne veux pas aller vers l'escalade nucléaire sans avoir clairement précisé que la France n'allait pas escalader dans ce domaine. » Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je ne sais pas. À l'échelon mondial, les États-Unis marquent une volonté qui est très impressionnante dans cette guerre. Avec les nouveaux chiffres, ce soir, on voit qu'on est vraiment dans une dimension absolument inédite depuis 1945 en Europe. Il faut regarder le détail de ces chiffres. Les nouvelles forces dans la bataille qui sont jetées par les États-Unis. 725 millions en plus. L'aide militaire totale dépasse maintenant 18 milliards. Le Congrès a voté une enveloppe totale de 40 milliards. Que signifie cette enveloppe colossale quand on atteint 40 milliards? Je crois que c'est à peu près le budget militaire de toute la France. Oui. Ça signifie que l'enjeu est considérable, que si on laissait faire la Russie, l'appétit venant en mangeant, elle irait plus loin. Et il est essentiel qu'on arrête Poutine dans ses ambitions expansionnistes.
Donc l'Amérique met le prix, quoi qu'il en coûte, tant qu'il le faudra. Le ministre de la Défense américain l'a répété très clairement au sommet de l'OTAN il y a 2 jours. Est-ce que c'est seulement une différence de proportion ou est-ce que c'est vraiment une différence de logique? C'est-à-dire qu'entre les anglo-saxons et les Européens, quand on voit la différence de chiffres, elle est sidérante. En réalité, Oui. c'est une guerre américaine de ce point de vue-là. Oui, non, mais il y a les moyens. Alors ensuite, il y a des statistiques qui sont intéressantes. Pourquoi la France aide-t-elle moins, sur le plan militaire, l'Ukraine que l'Allemagne ou l'Italie? Alors il y a une réponse qui paraît évidente, qui consisterait à dire « nous sommes engagés sur d'autres fronts », ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne et de l'Italie. Mais quand même, on peut se demander si l'élève France ne pourrait pas faire mieux. Avec une évolution ce soir même, c'est Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui, dans le Parisien, annonce 6 Césars supplémentaires. Il annonce aussi, c'est loin d'être indifférent, jusqu'à 2000 soldats ukrainiens qui seront formés en France. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas une différence profonde de philosophie? C'est-à-dire qu'il apparaît clairement là, les anglo-saxons veulent affaiblir Vladimir Poutine, le mettre vraiment hors d'état de nuire, alors que beaucoup d'Européens semblent plutôt vouloir simplement le faire reculer, le faire lâcher l'Ukraine. Et après, qui vivra verra. Oui, mais je suis... Bien sûr, il y a les anglo-saxons d'un côté, il y a le reste de l'Europe de l'autre, mais pourquoi fait-on moins que l'Allemagne? Pourquoi fait-on moins que l'Italie? C'est une vraie question. Et je pense que le ministre de la Défense cherche à atténuer ses critiques avec les propos qu'il vient de tenir aujourd'hui. Sur le terrain, nous recevons ce soir de nouvelles images. Alors, il est difficile de savoir à quel point elles sont représentatives de toute une ligne de front, mais des scènes de reddition de soldats russes. Elles s'ajoutent à toutes les autres scènes qu'on a vues sur l'état de, disons, de démobilisation mentale d'une partie des Russes. Voilà, là, on est dans la région de Kherson. C'est précisément une des régions qui sera très importante. Pourquoi d'abord? Pourquoi cette région de Kherson fait partie des points importants selon vous? Parce que ça a été la première capitale régionale prise par les Russes au début de la guerre. Et si les Ukrainiens en faisaient la reconquête, ce serait symboliquement une humiliation très grande. Presque l'équivalent de faire sauter le pont de Kerch il y a un peu plus d'une semaine. Donc, en fait, il y a une bataille sur le terrain qui se double d'une bataille psychologique. Chacun entend démontrer à son opinion et à l'opinion de l'autre qu'en fait, pour les Ukrainiens, ils sont en train de gagner de manière irrésistible. Pour les Russes, ils sont loin d'avoir perdu. Ces images de reddition, elles sont faites bien sûr pour frapper les esprits et sont diffusées à dessein par les Ukrainiens. Est-ce qu'ils peuvent là cultiver un espoir, vraiment caresser un espoir de briser le moral russe? Oui, oui. Bon, on voit que la mobilisation a été très difficile pour la Russie et pour des raisons, je dirais, logistiques et pour des raisons morales. Les Russes n'ont pas envie d'aller mourir sur le champ de bataille ukrainien. Donc je crois que à Kiev, on est tout à fait conscient de cela. La mobilisation n'a pas vraiment été un succès. Donc marquons le point. Jusqu'où peut aller, jusqu'où la Russie peut supporter des pertes? Affichons les pertes telles qu'elles sont évaluées. Alors, personne ne dispose des chiffres exacts, pour les Ukrainiens non plus d'ailleurs, et ce sont en général les Anglais qui font ce genre de calcul avec, et les Anglais sont très forts aussi pour marquer leurs opinions. Quoi qu'il en soit, 65 000 presque militaires qui seraient hors d'état russe. Là, quand on arrive à ce degré de perte, c'est énorme, même pour la Russie, même pour un pays de 150 millions d'habitants. Oui. En même temps, la chair à canon ne manque pas. Pardon de cette expression brutale. On n'a pas vu la Russie être soucieuse ni du sang des Ukrainiens, ni du sang de ses propres soldats. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on peut faire tuer division après division, il n'y en a plus, et ça se sait. En fait, il y a eu plus de jeunes Russes qui ont quitté la Russie depuis la déclaration de la mobilisation que de jeunes Russes, ou pas si jeunes, qui ont été mobilisés. Donc là, si on regarde le ratio, ceux qui ont voté, entre guillemets, avec leurs pieds, sont plus nombreux que ceux qui se sont engagés ou qui ont été forcés à s'engager.
Parmi les images du jour, ces images de soldats russes qui arrivent maintenant par la Biélorussie. Oui. Alors, il y a eu toutes sortes de mises en scène. On aura fait la cérémonie traditionnelle de donner le pain et le sel à la slave. Alors, l'engagement de la Biélorussie, c'est le pays voisin qui est de fait déjà vassalisé par Moscou. Mais est-ce qu'il y a une volonté de Vladimir Poutine de d'étendre, de faire tache d'huile? Plus il y a de l'agitation, non seulement autour de l'Ukraine, mais dans le monde entier, on va y venir avec la Chine, mieux c'est pour lui. Je crois que le calcul est beaucoup plus précis. Il veut répéter la réussite des Ukrainiens, si j'ose dire. Les Ukrainiens avaient dit nous allons attaquer le Sud. Ils l'ont fait, mais ils sont attaqués l'Est, le Donbass, et ça a marché. Pour Poutine, il s'agit, en allant en Biélorussie, en mobilisant des troupes biélorusses là-bas, de faire en sorte que les Ukrainiens doivent envoyer des troupes à la frontière avec la Biélorussie. Mais tous les experts de la Biélorussie s'entendent pour dire que si une armée biélorusse était envoyée sur le front ukrainien, elle se retournerait contre le régime et le renverserait. Donc les Biélorusses, on l'a vu, ils ont voté à des élections qui ont été, dans ces résultats, complètement niés par Loukachenko. Ils ne veulent plus de Loukachenko. Ils ne veulent pas de la guerre. Ils ne veulent pas s'engager aux côtés de la Russie dans une guerre, non seulement qui n'est pas la leur, mais au nom d'un régime qu'ils ne reconnaissent plus comme légitime. Il y a les alliances plus lointaines que cherche Vladimir Poutine. C'est Xi Jinping, ce sera le grand événement demain, ce grand congrès par lequel Xi Jinping pourrait rejoindre par la durée en quelque sorte le record, si on ose dire, de Mao, le grand dictateur historique de la Chine. Congrès extrêmement important du Parti communiste chinois. C'est le pays le plus peuplé de la Terre. C'est cet allié ambigu, mais enfin quand même plutôt allié. S'il avait choisi un camp, c'est plutôt le camp de Poutine que le camp des États-Unis. Ah non, il a clairement choisi le camp de Poutine, mais depuis que Poutine est plutôt perdant, il prend ses distances. Depuis que Poutine escalade de manière irrationnelle, il commence à avoir peur. Donc oui, la Chine est du côté clairement de la Russie contre les États-Unis, mais jusqu'où? Jusqu'à un certain point. Donc c'est vrai, le modèle de Xi Jinping, c'est d'un côté Mao Tse-tung, de l'autre, dit-on, Staline. Ce ne sont pas des modèles particulièrement libéraux au sens occidental du terme. Comment vivre avec ça? Parce que à l'échelle de notre morale, on est dans un monde qui a tellement d'exigences morales aujourd'hui où, avec raison, on va chercher chez les personnages historiques le moindre défaut de pensée qu'ils ont eu il y a 100 ans, 200 ans, etc. Et là, on fait affaire avec quelqu'un qui revendique l'héritage d'un des plus grands criminels de l'histoire, Mao Tse-tung, les millions et les millions de morts, et on fait affaire avec lui. Oui, bah, il n'y a pas de culture démocratique, ou si peu. Le nationalisme est puissant, et le régime est suivi majoritairement par sa population. En fait, il faut penser que les jeunes Chinois ont beaucoup plus envie de libérer, entre guillemets, Taïwan, que les jeunes Russes avaient envie de libérer l'Ukraine. Donc il y a cette différence majeure. Quand on regarde la carte de la région, est-ce que c'est là que l'histoire s'écrit dorénavant par une forme de logique simplement démographique? La Chine, on pourrait dessiner aussi l'Inde, à eux deux, c'est plus de 2 milliards évidemment d'habitants. Et puis ce jeu des puissances, on voit bien que la Russie essaye d'avoir dans son camp le maximum de ses puissances régionales, mais démographiquement, c'est là que vont les choses. Oui, mais je reviens sur un point qui me paraît essentiel. Il y a une erreur stratégique majeure commise par la Russie de Poutine. La vraie menace à long terme pour la Russie, c'est la Chine. Ce sont ces territoires gigantesques, très peu peuplés, qui à un moment donné attireront les Chinois. Et pour faire face à la Chine, la Russie a besoin de l'Occident. Mais ça supposerait qu'elle adopte un modèle politique complètement différent du sien. On va dans un instant parler de ça, notamment avec le diplomate Gérard. On va aussi revenir sur l'affaire du sous-marin. Un dernier mot là-dessus, sur l'autre puissance qu'on a vue là, qui est la Turquie. Tout le monde se rappelle la scène incroyable de Erdogan qui fait patienter Vladimir Poutine. Est-ce que le rapport de force a changé? Est-ce que Vladimir Poutine, on a vu les difficultés sur le terrain, en termes diplomatiques, devient demandeur? Oui,
Oui, alors il ne faut pas exagérer non plus. Cela d'autant plus qu'il y a des élections en Turquie dans quelques mois. Rien ne dit que Erdogan va les remporter. Mais c'est vrai que dans le balancier, aujourd'hui, il y a un peu plus de Turquie parce qu'il y a beaucoup moins de Russie. En fait, l'Amérique ne va pas mieux, mais Poutine lui a fait un cadeau extraordinaire en se lançant dans cette aventure militaire qui semble vouée à la catastrophe. Donc, tous les acteurs bénéficient un peu des échecs de Poutine. Dominique Moïsi, merci beaucoup. Dans un instant, donc, l'amiral Jean-Louis Vichot, il a lui-même commandé ces sous-marins nucléaires qui sont le cœur de la dissuasion française, au plus près de ce qu'il y a de plus secret dans l'armée française. Il va nous parler de cette évolution, notamment du fait qu'aujourd'hui, le degré d'alerte a de fait augmenté, puisque souvent, ce sont 2 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et non plus seulement 1 qui sont